Et si je te disais que cette jeune femme afro-américaine est considérée comme la première femme immortelle au monde? Ces cellules ont traversé la planète pour créer des médicaments, soigner des malades, sauver des vies. Mais dans tout ça, il y a un hic. Elle n'a jamais donné son accord et sa famille non plus. Installe-toi confortablement, au juge, je vais te parler d'Henrietta Lacks, celle que l'histoire reconnaît comme la mère de la médecine moderne. C'est marrant, hein, mais la plupart des grandes histoires commencent dans des endroits improbables. Henrietta, elle est née dans le Maryland. Elle vivait dans une toute petite cabane au milieu des champs de tabac. Le genre de cabane à l'ancienne où il n'y a pas d'électricité, t'as juste quelques bougies pour t'éclairer la nuit. Et lorsqu'elle a 4 ans, sa maman décède en voulant donner vie à son 10e enfant. Pour le père, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête parce que impossible de s'occuper tout seul d'autant d'enfants. Alors c'est le grand-père qui va prendre sous son aile Henrietta, là où vivait déjà son cousin éloigné David. Bref, elle a une enfance très pauvre, mais c'était la petite fille joyeuse aux pieds nus sous le soleil brûlant. Malgré la pauvreté et les regards qu'on réserve aux jeunes filles noires, elle grandit avec ce goût prononcé pour la liberté. À 14 ans, Henrietta tombe enceinte de l'enfant de David, son cousin éloigné qui l'épousera plus tard. Avec lui, elle a eu 5 enfants. Et ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Donc, il y a Elsie, Joe, Lawrence, David Jr. et Deborah. Bref, Henrietta, c'est une jeune femme lumineuse, pleine de vie, un petit bout de femme d'à peine 1,50 m qui adore danser dans sa cuisine avec ses enfants accrochés aux jambes. Malgré la précarité, elle garde le sourire, fidèle à sa nature optimiste. Mais derrière cette joie explosive, il y a quelque chose qui commence à la ronger. Un jour, elle sent comme une masse, une douleur sourde dans le bas de son ventre. Elle serre les dents, elle fait comme si de rien n'était parce que c'est comme ça qu'on lui a toujours appris à vivre. Les jeunes femmes noires doivent rester fortes et dignes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle commence à saigner. Beaucoup. Finalement, un matin, elle décide enfin à franchir les portes de l'hôpital. Elle est seule, elle est anxieuse, mais elle garde le courage. Ce qu'elle ignore encore, c'est que ce jour-là, sans avoir donné son accord, elle va changer le destin de l'humanité, sauf le sien. Bon, elle a enfin une consultation à l'hôpital Johns Hopkins. Et le choix de l'hôpital n'est pas anodin. En fait, c'est le seul qui accepte à l'époque les Afro-Américains. Et là, le ciel lui tombe sur la tête parce qu'on lui diagnostique un cancer du col de l'utérus très agressif. Et pendant qu'Henrietta reçoit ces traitements douloureux au radium, un médecin prélève discrètement des cellules de son utérus, des tissus sains et cancéreux. Et tout ça sans lui demander son avis. C'est important, retiens bien cette information. Alors évidemment, à l'époque, tu es une femme, en plus tu es noire, alors ton consentement, c'est une option que la médecine s'autorise à oublier. Et la surprise pour George Gay. Alors, George, c'est un biologiste cellulaire spécialiste du cancer. Et il avait une bibliothèque entière d'échantillons qui avaient sûrement été prélevés de la même manière, dans le même contexte, c'est-à-dire sur des femmes afro-américaines et sans leur consentement. Alors, son but, c'était de faire vivre des cellules, mais à chaque fois, c'est un échec. Mais il observe quelque chose de totalement incroyable en analysant les cellules d'Henrietta. Elle refuse de mourir. Elle continue de se diviser sans fin. Imagine un peu qu'un bout de toi vit éternellement quelque part, mais hors de toi. C'est à la fois effrayant et fascinant. En fait, à la base, une cellule humaine, ça vit pas longtemps. Une cellule humaine normale, quand tu la prélèves et que tu la mets dans une boîte de pétri, allez, dans les meilleures conditions, elle tient quelques jours, une semaine max. Bon, en réalité, la plupart du temps, elle crève au bout de 24-48 heures. Elle se divise 1 ou 2 fois, ensuite elle s'arrête net. C'est ce qu'on appelle le cycle naturel d'une cellule. C'est comme une plante qui pousse un peu et puis elle fane naturellement. Mais la particularité des cellules d'Henrietta, ce ne se contentait pas de survivre. Le plus dingue, c'est qu'elles se multipliaient encore et encore et encore. Et en quelques jours, George se voit former des colonies entières de cellules. C'est comme si, au lieu d'avoir une graine, c'est comme si tu mettais une graine dans un pot
Et puis après, tu te retrouves dans une forêt entière en une semaine. Et que cette forêt, même si tu l'élagues, ben elle continue. Elle continue à grandir. Bon, à la base, quand on récupère des cellules humaines, on lui donne comme nom les premières lettres du prénom et du nom. Et c'est comme ça qu'on a eu les cellules HeLa, Henrietta Lacks. Et ce sont les premières cellules humaines immortelles jamais cultivées. Une découverte qui va bouleverser la recherche scientifique mondiale. Alors très vite, elle se multiplie dans les labos du monde entier. Vaccins, traitements contre le cancer, études sur le microbiote. Mais ça, elle ne le saura jamais. Ses enfants n'en sauront rien, pas un mot, pas un centime, pas un merci. Le 4 octobre 1951, Henrietta meurt quelques mois plus tard dans d'atroces souffrances. Elle avait 31 ans et elle laisse derrière elle 5 enfants, un mari perdu, une famille dévastée. Son cancer s'était propagé à une vitesse dingue. Il avait envahi son abdomen, ses os, son esprit. Et pourtant, dans un bocal, quelque part dans un labo, un morceau d'elle continue à vivre. Et tu sais quoi l'ironie du sort? C'est que ces cellules permettront bien plus tard la mise au point d'un traitement expérimental contre le cancer du col de l'utérus. Oui, celui-là même qui l'a tué. C'est vraiment cruel. Et ça, ce n'est que le début, parce que les cellules HeLa vont voyager à travers le monde entier. Elles seront utilisées pour créer le vaccin contre la polio, pour faire des tests sur la radiothérapie, le VIH, la syphilis, le papillomavirus, la réponse sur le système immunitaire, et même l'industrie cosmétique va aussi s'en servir. Et là devient un pilier de la recherche, un standard mondial. Un nom qui circule dans tous les laboratoires, mais personne, je dis bien personne, ne parle d'Henrietta la femme. C'est-à-dire que tout le monde scientifique connaît HeLa, mais pas Henrietta. Et tout ce dont je vous parle là, la famille n'est pas au courant. Les labos se font une fortune avec ces cellules sur lesquelles, je le répète, il n'y a eu aucun consentement. Et puis un jour, 20 ans plus tard, un médecin contacte les enfants d'Henrietta pour leur demander un échantillon de sang, sans vraiment leur expliquer pourquoi. En fait, les cellules HeLa sont très agressives et elles ont tendance à cannibaliser les autres cellules. Et pour bien les comparer, les reconnaître, ils ont besoin de l'ADN des descendants. Alors, si tu te souviens bien, j'avais dit qu'elle avait 5 enfants. Sauf que, Elsie est décédée, Joe est en prison, donc il reste Lawrence, David Jr. et Deborah. Une fois le prélèvement fait, le dossier médical de toute la famille est rendu public. Et encore une fois, sans leurs autorisations. Et là, c'est la goutte de trop. En 1973, les enfants tombent de haut. Ils n'avaient aucune idée que leur mère avait été utilisée de cette façon. Pire que ces cellules étaient encore en vie quelque part et qu'on les avait envoyées dans des fusées, plongées dans de l'acide, clonées par milliards. Je sais pas si tu réalises. Apprendre que ta mère est utilisée partout dans le monde scientifique, mais qu'elle n'est nulle part dans l'histoire. Pas citée, pas honorée, pas respectée. Lawrence et sa femme font tout pour avoir des infos sur les cellules HeLa auprès de l'hôpital Johns Hopkins. Mais la seule réponse qu'on leur donne, c'est « Nous ne partageons pas ce genre d'infos auprès des Noirs ». Deborah panique et elle cherche à comprendre. Elle se heurte au silence. Elle n'a même pas de mutuelle. Elle a grandi sans sa maman. Et maintenant, elle découvre que sa mère a guéri des millions de personnes sans jamais être honorée. Alors, elle veut savoir, comprendre, réparer. Finalement, elle reçoit le livre du docteur McKusick. Alors, le livre s'appelle Human Genetics, qu'il a écrit en 1969. Et c'est le premier ouvrage qui dévoile l'origine des cellules HeLa. C'est la première fois qu'on mentionne le nom Henrietta Lacks. Alors, Deborah ne comprend rien à ce livre qui est très technique. C'est un livre pour ceux qui s'y connaissent en génétique. Donc, si tu es un non-initié, laisse tomber, c'est du charabia. Mais il y a un truc qu'elle remarque quand même. On parle énormément de sa mère dans ce livre. Et il faut savoir qu'en 1973, il y avait déjà 35 000 articles et 11 000 brevets qui mentionnaient HeLa. C'est comme un coup de massue pour Deborah qui a encore le souvenir de sa mère, partie beaucoup trop jeune. Pendant des années, les enfants vont tout faire pour reconnaître leurs droits. Pas pour devenir riches, mais pour être respectés. Pour que le nom de leur mère soit connu, pour que les chercheurs, les labos, les universités, bref, tous ceux qui ont utilisé les cellules reconnaissent au moins leur dette morale. Parce que pendant que la famille Lacks vivait dans la précarité, sans assurance,
Les cellules de leur mère, elles, ont permis de développer des traitements, des produits biotechnologiques, des brevets déposés à la chaîne, des médicaments vendus par millions. Et certains chercheurs ont même reçu des prix Nobel grâce à leurs travaux sur les cellules ELA, sans jamais prononcer son nom. Tu sens le malaise là? Tout le monde faisait comme si elle n'avait jamais existé. Alors enfin, en 2013, après des années de silence, de frustration, d'acharnement, un accord est enfin trouvé entre National Institute of Health et la famille Lax. Donc, on les autorise à siéger dans le comité de surveillance. Donc, ça veut dire que désormais, toute personne qui souhaite accéder au génome complet des cellules ELA doit demander l'approbation de la famille. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un début de justice. Et il ne s'arrête pas là. En 2021, la famille Lax porte plainte contre Thermo Fisher Scientific. C'est une entreprise de biotechnologie qui pèse 39 milliards de dollars. Et cette entreprise continue à vendre les cellules ELA à des fins commerciales sans jamais avoir demandé la moindre autorisation, ni même versé un seul centime à la famille. Alors, c'est un combat qui est toujours en cours et franchement qui est nécessaire. Alors, petit fun fact, aujourd'hui, on estime qu'il existe plus de 55 millions de tonnes de cellules ELA à travers le monde. Oui, 55 millions de tonnes. Elles ont voyagé dans plus de 142 pays, ont traversé l'Atlantique, le Pacifique et même l'espace. Le monde guérit grâce à elles, mais on ne l'a jamais vraiment soigné. Et aujourd'hui, si tu es encore là, si tu as un jour reçu un vaccin, un traitement hormonal, peut-être que tu la portes en toi. Elle s'appelait Orgeta, plus connue sous le nom de Ella. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux en découvrir plein d'autres comme ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.